Certaines victoires ont un goût plus doux que d'autres. Un goût de transgression enfin récompensé. Un goût de victoire collective, de celle qui s'insurge contre l'ordre établi, contre tout un système, contre des éléments qui semblaient jusque-là insurmontables et impossibles à renverser. C'est le cas de la victoire de Payal Kapadia, cinéaste indienne qui est repartie du dernier Festival de Cannes avec le Grand Prix pour son magnifique film All We Imagine As Light. Je vous propose une petite analyse de cette œuvre brillante qui fait partie des plus beaux films de l'année. D'autant que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'interviewer la cinéaste pour l'occasion. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter un parcours hors du commun. L'histoire enragée, politique et polémique d'une réalisatrice que rien n'a pu faire taire. Je m'appelle Clem, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinescope. Payal Kapadia est née à Mumbai en 1986. Elle va baigner dans l'art dès son plus jeune âge, puisqu'elle est la fille de Nalini Malani, une illustre artiste peintre qui a utilisé ses œuvres durant des décennies pour raconter son enfance de réfugié lors de la partition entre l'Inde et le Pakistan. C'est donc un art politique et populaire dont l'esprit et les valeurs vont fortement influencer la jeune Payal. Mais il faudra attendre le lycée avant que Payal Kapadia trouve réellement sa voie en rejoignant le club de cinéma de l'établissement. Elle y découvre alors des cinéastes qui vont énormément influencer son art, notamment Ritwik Ghatak, un immense réalisateur bengali qui a été contemporain de Satyajit Ray et qui a été une figure majeure du cinéma parallèle indien des années 50 aux années 70. En 2012, Payal Kapadia rejoint le Film and Television Institute of India, ou FTII, une prestigieuse institution qui compte parmi ses anciens élèves certains des plus grands noms de l'histoire du cinéma indien. Sanjay Leela Bhansali, Rajkumar Hirani, Sriram Raghavan ou encore Manikol, ils sont tous passés par là. La jeune femme va rapidement être remarquée comme étant une des élèves les plus brillantes de sa promotion. Elle décroche une bourse de 22 000 roupies pour financer son projet d'études, une bourse qui est réservée aux meilleurs élèves de l'école, ainsi qu'un programme d'échange international, là encore réservé aux 8 étudiants les mieux classés de tout l'institut. Tout semble aller pour le mieux, elle est promise à un brillant avenir, jusqu'en 2015. Jusque-là, le FTII avait toujours été dirigé par d'immenses cinéastes. Shyam Benegal, Mrinal Sen ou encore Saïd Akhtar Mirza en poste jusqu'en 2014. Des artistes qui ont complètement changé l'histoire du cinéma indien, qui ont proposé des œuvres cultes qui méritent d'être étudiées dans toutes les écoles de cinéma du monde. Mais voilà, en 2014, la scène politique indienne change de visage. Cette année marque l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi et son parti d'extrême droite nationaliste et pro-hindou, le BJP. Comme toujours, quand on offre les clés du pouvoir à l'extrême droite, il faut s'attendre à de graves répercussions, notamment dans le monde de la culture. C'était d'ailleurs une des promesses électorales de Narendra Modi, rétablir un cinéma plus traditionnel qui reflète les valeurs hindoues. Autrement dit, museler les artistes et créer un cinéma à la gloire du parti. En 2015, on apprend que c'est Gajendra Chauhan qui deviendra le nouveau directeur du FTII. Chauhan est un ancien acteur de série télé à la carrière médiocre, mis à part un rôle dans la série Mahabharata, qui adapte donc les écrits sacrés hindous. Il s'est rapidement perdu dans du cinéma bis vraiment peu glorieux et très racoleur. Mais voilà, Chauhan est un grand ami du pouvoir. Il a rejoint le parti du BJP dès 2004. On est donc évidemment sur une récompense purement politique et de très nombreuses personnalités du monde du cinéma vont dénoncer cette décision douteuse. C'est à ce moment-là que débutent les manifestations étudiantes. Et Payal Kapadia va prendre la tête de ce mouvement. Grève, blocus, boycott des cours, le mouvement contestataire ne cesse de prendre de l'ampleur. Il va durer près de 5 mois. Les élèves préfèrent sacrifier une année cruciale de leur parcours plutôt que de plier le dos face au gouvernement autoritaire de Narendra Modi. La police est appelée en renfort pour dissuader le mouvement, comprendre, intimider et régulièrement frapper les étudiants qui s'opposent à la nomination de Chauhan. Le bras de fer s'intensifie jusqu'en août 2015. À ce moment-là, le directeur de l'établissement accuse 35 élèves de l'avoir séquestré dans son bureau. Dans cette liste figure le nom de Payal Kapadia. Sa bourse est annulée, son programme d'échange international également.
L'étudiante brillante devient une paria à boycotter qu'on livre à la police et aux tribunaux, et d'ailleurs le verdict du procès n'avait toujours pas été rendu en 2024 lorsqu'elle est venue au Festival de Cannes. La jeune femme et ses camarades sont taxés d'anti-nationalistes, l'insulte absolue dans un pays d'extrême droite. Les électeurs du BJP et les médias complices réclament leur départ pour le Pakistan, puisqu'ils sont désormais considérés comme des ennemis de la nation. Face à de telles épreuves, beaucoup d'étudiants se seraient dit que leur carrière était terminée, que personne n'oserait les soutenir dans le monde du cinéma. Mais plutôt que de baisser les bras, d'abandonner ses rêves artistiques, ce rejet radical va nourrir profondément le cinéma de Payal Kapadia. Son premier long métrage sortira en 2021 et s'intitulera Toute une nuit sans savoir. Difficile pour la réalisatrice de trouver suffisamment de soutien en Inde. Qu'à cela ne tienne, elle ira chercher des coproducteurs internationaux. Et c'est une maison de production française, Petit Chaos, qui va accepter de se lancer dans l'aventure. D'ailleurs, première question, ça se passe comment le financement du cinéma indépendant dans un pays qui n'a pas l'excellente idée d'avoir un CNC ou un financement similaire? It's still a struggle because we don't have government funding to make films, and people are, I think even Ritesh Batra's film was a co-production, if I'm not wrong. We have started seeing the possibility in co-production much more. And that has helped some of us who managed to get access to this co-production to make films. So that has opened up certain avenues. But I think independent films, like, they get made in India but don't always go to festivals. Not because they don't get selected, but because they manage to get a release in India. And I think a lot of people like to do that as well, because we have a lot of audiences who watch different kinds of movies. Like the Malayalam film industry, for example, has so many films that get made. Kannada film industry is doing really well at the moment, making even independent, like super independent films, which are being supported by actors who are doing really well, and they put in like a little bit of funding to filmmakers they like. And I think it's good that people are finding ways to make films when there is no state support. Documentaire militant et passionnant, Toute une nuit sans savoir va chroniquer les révoltes étudiantes de 2015 et 2016 qui ont secoué le pays. Payal Kapadia va traduire cette agitation sociale sous le prisme d'une histoire d'amour impossible entre deux étudiants du FTI. Une histoire impossible car le jeune homme n'est pas de la même caste. Cette chronique intime, que la cinéaste documente de très près, est une œuvre éminemment politique qui raconte la désillusion, les rêves avortés de révolution et de changements sociaux. Toute une nuit sans savoir crée la surprise en remportant l'Œil d'Or, un prix réservé aux documentaires, au Festival de Cannes en 2021. Jamais un film indien n'avait remporté cette distinction. Le film repart également avec un prix au Toronto International Film Festival quelques mois plus tard. Avec ce début de reconnaissance internationale, on pouvait espérer que Payal Kapadia se verrait enfin ouvrir les portes des grandes institutions du cinéma indien. Sauf que les institutions en question n'ont pas la mémoire courte. Sans jamais être officiellement interdit dans le pays, Toute une nuit sans savoir se verra simplement refuser, sans explication, le visa d'exploitation qui permettrait une sortie dans les salles indiennes. Subtilement censuré, Toute une nuit sans savoir n'a toujours pas eu de sortie légale en Inde. Il faudra alors attendre 3 ans avant que la cinéaste ne revienne avec un long métrage. 3 longues années avant un miracle. Payal Kapadia est une réalisatrice indienne. Elle arrive en compétition All We Imagine As Light. Elle est en compétition. All We Imagine As Light devient le premier film indien à entrer en compétition officielle depuis Swaraj, ou Destinée, selon le titre français, en 1994. 30 ans. 30 ans sans l'Inde qui tente de concourir pour la Palme d'Or. Pourtant, le cinéma indien et Cannes, ça a longtemps été une grande histoire d'amour. En 1946, Neecha Nagar remportait l'équivalent de la Palme d'Or. Et jusqu'au début des années 60, quasiment pas une année ne s'écoulait sans que l'Inde ne vienne sur la croisette. Et puis d'un coup, quasiment plus rien, jusqu'à Payal Kapadia. La cinéaste sera la première à le reconnaître, cette simple sélection était déjà une immense victoire. Impossible alors d'imaginer qu'elle allait marquer l'histoire un peu plus encore. Grand Prix goes to All We Imagine As Light by Payal Kapadia. Premier film indien à remporter le Grand Prix. Parmi les gagnants du Grand Prix au XXIe siècle, on peut citer Jonathan Glazer, Claire Denis, Spike Lee, les frères Cohen, Park Chan-wook ou encore Matteo Garonne.
Par une sublime ironie du sort, le FTI, Narendra Modi et tous les anciens ennemis politiques de la cinéaste seront bien forcés de feindre l'enthousiasme sur les réseaux sociaux suite à cet éclat de gloire international. Un petit peu comme un président français qui a perdu ses codes Twitter pendant de nombreux mois avant de penser à féliciter la Palme d'Or Anatomie d'une chute. De la censure au triomphe, des plaintes et des condamnations à la reconnaissance au niveau le plus prestigieux qui existe, voilà l'histoire et la victoire de Payal Kapadia. Don't wait 30 years to have another Indian film. N'attendez pas trop pour inviter un autre film indien. Mais alors, All We Imagine As Light, qu'est-ce que ça vaut? Et de quoi ça parle? On y suit l'histoire de 3 femmes, Prabha, Anu et Parvati. Ces infirmières qui vivent à Mumbai doivent affronter une ville constamment en mouvement, une ville étrangère. Sur papier, ce long métrage de fiction au rythme lent et poétique pourrait sembler être une bascule totale dans le parcours de la cinéaste. Où est passée la Payal Kapadia enragée et militante? Ce serait évidemment passer à côté d'une écriture subtile qui regorge de thèmes sociaux, de causes et de messages. D'ailleurs, que pense-t-elle de cette idée de cinéma politique? I think all of cinema is political. Even if you say that you are not making a political film, that is also political. Yeah, Night to Know Nothing was a kind of a direct reaction to what was happening around us. It wasn't as if we planned to make a movie. We were shooting and our friends were shooting, and it was kind of a reaction that we felt was important to have at the time immediately. While this film was ideas that have been in my mind for a long time, and I was writing it at the same time as A Night of Knowing Nothing. It's a very different kind of film from that one, but I think some of the themes are there is some kind of connection there still. I like to believe that. Le message est donc clair. All We Imagine As Light n'est peut-être pas une œuvre dont l'intrigue repose intégralement sur des enjeux politiques. En revanche, elle présente un miroir à la société indienne. Un miroir parfois tendre, parfois critique. Une complexité qui se retrouve également dans le rapport qu'entretient la première partie du film avec la ville de Mumbai. Grâce à la sublime photographie de Ranabir Das, on découvre la ville comme elle a rarement été filmée. Avec un sentiment de vie, de chaos. Ce que met en scène Payal Kapadia, c'est une ville vivante, qui fascine autant qu'elle épuise. Et le choix de Mumbai comme cadre de cette première heure, c'est évidemment un choix mûrement réfléchi, qui vient avec de nombreuses pistes de lecture. I'm from Mumbai. Even though I was born there, my family is from there. It's a city that I lived out of when I went to study. I was living out of Mumbai a lot. Like my school, I didn't study in Mumbai. I would go and come back. Even my film school, I studied in Pune. I also wanted to set it in Mumbai because, I mean, it's a city that is complicated, like all cities are, but it's complicated in its own way. And it's a city of so much contradiction because, you know, it's the city where so many people come to work. And for women also, it's supposedly, like they say, it's more safe compared to a lot of other parts of India. Like you can work a bit late in the night, you can travel by the public transport system. I mean, of course, it's not that safe, but a little bit more than some other parts of the country. But it's also a super expensive city. It's really hard to live and work there. It's very hard to commute to work every day. So it was all these different facets of the city that make me love it and hate it. And that was the kind of two non-fiction parts of the film that I have, where one is saying that, oh, we come here to work, what else would we do? This place is giving us opportunity. And the middle part that kind of says that this place is really shit. Ce qui marque dans All We Imagine As Light, c'est à quel point le film est lumineux. En conférence de presse à Cannes, la réalisatrice expliquait son titre en disant qu'elle parle avant tout d'espoir, de comment on s'accroche à des bribes de lumière quand rien ne se passe comme prévu, comme on l'aurait espéré. Cette idée est poussée à son paroxysme dans un deuxième acte complètement inattendu, absolument sublime, qui capture à mes yeux toute la douceur, toute la beauté du long métrage. Et cette notion d'espoir que l'on se force à percevoir, ces lumières de moments positifs que l'on imagine, c'est probablement ce que j'ai vu de plus fin et désarmant émotionnellement cette année.
Pour traduire toute la douceur face à un monde rude, Payal Kapadia peut compter sur ses 3 héroïnes. Atypiques, vivant des situations très différentes, ces femmes au caractère que tout pourrait opposer en apparence dressent un portrait collectif de la femme indienne qui, là encore, fait preuve d'une grande subtilité. I think they are kind of like one woman in 3, and there are different parts of this 3 different generations and how they think about relationships and their place in the world, and what they think about family and each other. So like Prabha, who's married, she's like a married woman, but this husband is like not there, and she didn't know him that well, and he's kind of like a stranger. But her relationship is more legitimate and accepted in the world than Anu's relationship, where although there is a lot of nice feeling between them, it's not really considered to be good. And it was again this contradiction that I wanted to juxtapose together. And then there's Parvati, who just doesn't want to be in the family life at all. She's kind of wants to be alone. And I like that, in India, it's not easy for women to want to be alone. Like, oh, you don't have children, or you don't want to be with them. It's just really not part of our culture. So the fact that she's like, I don't want to be part of any of this, and I want to be alone, I was trying to see what each of these characters do for each other. En 2023, le deuxième plus gros succès de l'année en Inde était Animal de Sandeep Redivanga. Un film nauséabond, glorification du mal alpha, de la masculinité toxique, le tout porté par un message profondément et ouvertement fasciste. Ajoutant à cela que c'est réalisé par un bonhomme frustré et misogyne qui n'a cessé de cracher sa haine des autres et surtout des femmes en interview, et vous comprenez la tristesse de ce portrait. Le cinéma de Payal Kapadia semble être un remède plus que nécessaire dans cette époque troublée. Elle l'évoque elle-même, ce mouvement de cinéma de propagande l'inquiète, et son cinéma devient alors militant simplement en proposant des personnages qui ont des valeurs humanistes. Some of the biggest films last year was this Animal, and like there was that Kabir Singh, I don't know, film with Shahid Kapoor. Like, I mean, that is the norm, that's the film that most people want to watch. That is worrying. Like, there's so much toxicity and this masculinity that the little female films are like too less. Dans un pays qui a viré à l'extrême droite depuis bientôt une décennie, dans un pays qui étouffe son cinéma d'auteur au profit de blockbusters parfois grandioses, mais parfois franchement terrifiants dans ce qu'il raconte, dans un pays qui fait pression sur ses étudiants, qui menace ses artistes, les censure et les interdit, il y a quelque chose d'admirable à voir une voix comme celle de Payal Kapadia s'élever et proposer un cinéma aussi profond. Un cinéma qui aborde des réalités sociales sans jamais verser dans le misérabilisme. Un cinéma profondément poétique, mais qui n'oublie pas d'être abordable, de proposer à son spectateur une expérience à la fois unique et sublime. All We Imagine As Light sort le 2 octobre sur les écrans français et je ne peux que vous encourager à foncer découvrir cette merveille. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, activer la cloche pour avoir la notification des prochaines vidéos. Merci infiniment et merci à Payal Kapadia de s'être prêté à cette interview. Ça a été un véritable honneur de pouvoir l'interviewer. J'espère que vous avez aimé. Profitez de cette interview également. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.